Salut! Allez, aujourd'hui on aborde un point complexe et sujet à polémique. On va casser du mythe et surtout essayer de comprendre par l'expérimentation plutôt que de suivre des règles stupides. En effet, depuis que j'ai lancé cette chaîne, je consomme beaucoup plus de contenu YouTube et évidemment, comme toi, je regarde ce qui se fait en matière de photographie. Et je t'avoue que je suis parfois très surpris par ce que je vois et notamment au sujet de l'ouverture. Qu'est-ce que l'ouverture pour commencer? Ça se passe dans ton objectif. Ce dernier dispose d'un élément à l'intérieur comparable à la pupille d'un œil et qui laisse passer qui permet de réduire ou augmenter le passage de lumière dans l'objectif. Comme tu peux le voir là-dessus, alors c'est mon Secor 80 mm f2.8 qui est habituellement monté sur mon Mamiya 645 Pro. Il dispose d'une plage d'ouverture allant de 2.8, je sais pas si tu vois bien là, on va grossir, allant de 2.8 à 22. Regarde bien à l'intérieur, je te montre le diaphragme et son fonctionnement. Lorsque je règle l'ouverture sur 2.8, on constate que c'est ouvert à 100% en grand. Et à 22, on ferme au maximum des capacités de cet objectif. Il faut retenir que plus le chiffre est petit, donc 2.8, plus on laisse passer de lumière, plus le chiffre est grand, 22, et moins on laisse passer de lumière. Évidemment, il y a tous les diaphes intermédiaires avec 5, 6, 8, 11, etc. Bon, maintenant qu'on sait cela, qu'est-ce qu'on en fait? Dans cette vidéo, je ne vais volontairement pas entrer trop dans les détails de ce que l'on peut faire en maîtrisant la gestion de son ouverture. Dans les grandes lignes, il faut quand même retenir que ça permet en premier lieu de gérer la quantité de lumière entrante sur le capteur. Évidemment, plus tu fermes ton objectif, ton diaphragme, plus tu réduis le passage lumineux vers le capteur. Et plus tu ouvres, plus tu as de lumière qui passe. Donc ça permet de jouer directement sur l'exposition de l'image. Ensuite, et sûrement une des notions les plus complexes, on prendra d'ailleurs le temps de dédier une vidéo entière à cela, l'ouverture permet de maîtriser ta profondeur de champ ou la netteté des plans. Pour faire très simple et en prenant beaucoup trop de raccourcis, lorsque tu es ouvert en grand, donc petit chiffre, grande ouverture, par exemple à 2.8, ta profondeur de champ va être très faible. Tu ne seras net que sur la zone où tu fais ta mise au point, le premier plan sera flou et l'arrière-plan également s'il y en a un. Généralement, en portrait par exemple, avec des optiques qui ouvrent très grand, 1.4, 1.8, on arrive à faire la mise au point sur l'œil et à partir déjà au flou au niveau de la tempe, tellement l'ouverture est grande. A l'inverse, plus ton chiffre est grand, donc plus tu fermes ton objectif, plus tu auras de la profondeur de champ, tu seras donc net de l'avant jusqu'à l'arrière-plan. Et pour ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, l'ouverture permet de maîtriser le piqué de ton image. En fait, c'est le degré de précision, de netteté de ton image. Une image piquée te permettra de voir le moindre détail de la pore de la peau. C'est pas toujours très glorieux d'ailleurs, mais une image très piquée a cette capacité-là. Et c'est souvent ce que l'on cherche quand on fait de la photographie de paysage ou en tout cas quand on a besoin d'imprimer ses photos. Les notions d'exposition et de profondeur de champ sont assez bien expliquées ici sur YouTube et ailleurs sur le net. Mais pour les notions de piqué, ça reste assez flou. Piqué, flou. Moi, je la facture pas celle-là. J'ai par contre souvent entendu dire qu'en photographie de paysage, il serait bon de shooter à f11, f16. Ok, pourquoi? On suppose que c'est avant tout pour obtenir une profondeur de champ importante. C'est en effet souvent ce que l'on cherche en photographie de paysage. Mais c'est ni une règle, ni une obligation. Apporter du flou au premier plan comme sur cette image est parfois justifié d'un point de vue artistique. Mais alors pourquoi ne pas fermer à f22? Ça permettrait d'obtenir la meilleure profondeur de champ possible à tous les coups. Oui, mais non. Regarde, cette photo je l'ai prise à f22. Quand je zoome à 100%, même au centre de l'image, on voit très bien qu'elle n'est pas très nette. En réalité, elle manque de piqué, la faute à la diffraction. En fermant le diaph au maximum, même avec les meilleurs objectifs, on provoque ce phénomène engendrant ce manque de netteté. La lumière se comportant à la fois comme une particule mais aussi comme une onde, en réduisant le passage, on arrive à ce point critique où les interférences d'ondes se créent, rendant la photo bien moins nette que prévu. Chaque objectif ayant ses caractéristiques propres, il est quand même observé que les meilleurs piqués, quel que soit l'objectif, se trouvent entre 2 et 4 valeurs d'ouverture après la pleine ouverture. Sur mon Secor qui ouvre au maximum à 2.8, le meilleur piqué devrait se trouver autour de 1, 2, donc entre 5, 6 et 11, généralement autour de 8 en gros. Donc sur cet objectif, la règle voudrait que le meilleur piqué soit autour de 8.
Mais comme je ne crois que ce que je vois et que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ce qu'on me dit sans comprendre pourquoi, ben je te propose un petit protocole de test permettant de déterminer sur ton matériel à toi, quelle est la meilleure plage de piqué pour ton objectif. Tu vas voir, c'est très simple, on explique ça tout de suite. Vu que l'idée de ce test, c'est de déterminer quelle est la plage où tu as le meilleur piqué possible, il faut qu'on enlève d'abord toutes les sources parasites, enfin tout ce qui pourrait nuire à la qualité et au piqué de l'image. Donc on se met sur un trépied bien stable et solide, on choisit un sujet texturé et assez détaché de l'arrière-plan. Moi j'ai choisi The Beast, tu vas voir, c'est mon barbecue, de la texture, tu vas en avoir. Ensuite, selon les conditions lumineuses, on essaye de shooter entre ISO 100 et ISO 200. Si tu peux pas, tu montes jusqu'à 400. Le but, en fait, c'est juste de limiter la montée du bruit pour vérifier vraiment la meilleure qualité d'image. Mais il faut rester sur un ISO stable tout le long du protocole. Et c'est en gros trouver la valeur ISO qui va te permettre de couvrir une plage d'obturation allant de 2.8 jusqu'à f22. Évidemment, tu te mets en priorité ouverture. Donc, selon les boîtiers, c'est marqué A ou AV. AV chez Canon, A chez Sony, AV chez César. Pardon. Et bien sûr, évidemment, on déclenche avec une télécommande ou un retardateur pour éviter toute source de vibration au moment du déclenchement. Et puis, let's go, tu prends une photo à chaque ouverture. Vu que tu es en priorité diaphragme, la vitesse va s'ajuster automatiquement. Donc tu commences à 2.8 ou à f4 selon ton ouverture maximale. Et puis tu shootes, tu fais une pause à chaque ouverture de diaph. L'idée c'est de collecter une photo pour chaque ouverture. Et puis on se retrouve sur Lightroom pour faire le point et comparer à quelle ouverture ton objectif a le meilleur piqué. Et nous voici donc devant The Beast. Sûrement pas le plus beau des barbecues offset, mais probablement le plus texturé et rusty de l'Ouest. Du 100% fait maison, pas terminé, mais déjà largement utilisé. Bref, on n'est pas là pour parler de mes talents de cuisinier, mais bien pour comparer chacune de ces 16 images. Allez, pour commencer, on clique ici sur l'outil comparaison dans la bibliothèque de Lightroom classique. On a d'un côté une fenêtre sélection, de l'autre une fenêtre candidat. On peut rendre active l'une ou l'autre. Quand je suis sur la fenêtre sélection, ça correspond à ma vignette en bas avec le triangle blanc. Hop, on va se mettre sur la première. Je sélectionne la fenêtre candidat avec le triangle noir. Je vais me mettre sur la deuxième. On passe à 100% de grossissement et il n'y a plus qu'à comparer. Donc l'idée, c'est quand même de rester au maximum au milieu de l'image. On sait très bien que, enfin voilà, on va pas faire un test laboratoire complet, mais on sait d'expérience que les optiques ont leur meilleure qualité au centre de l'image. Donc on commence, on essaye de zoomer au centre de l'image. Là j'ai une petite texture, une petite limaille, j'ai du détail un peu partout évidemment grâce à cette magnifique rouille. Voilà, donc à gauche mon image est à f4. À droite, elle est à f4.5. Là, on voit clairement qu'il n'y a pas de grosse différence. Donc, je garde ma sélection à 4. Mon candidat, je vais le passer sur l'image d'après qui est à f5. Encore une fois, pas d'écart. Alors, je reste dans cette zone-là, évidemment, puisque la mise au point a été faite ici. Vu que c'est de forme cylindrique, plus je monte, plus je vais avoir l'influence de la profondeur de champ qui va varier. Donc, idéalement, on reste dans ce coin-là. On peut se balader un peu à droite, à gauche. Mais on reste plus ou moins sur ce plan-là. Donc là, je reste sur cette zone un petit peu. J'ai l'impression que la partie texturée est un peu plus propre sur F5. Donc je vais rendre mon candidat F5. Cela va devenir ma sélection. Et mon candidat, l'image d'après. Alors du coup, en sélection à gauche, j'ai mon image à F5. Et en candidat à droite, mon image à 5.6. C'est quand même encore toujours très proche. Le piqué est bon. La texture est la même partout. Donc toujours similaire. On va passer le candidat sur le diaph d'après. Donc là on monte à 6.3. Donc toujours à ma gauche 5, à ma droite 6.3. C'est toujours très proche. On enchaîne. Là, je suis à 7.1. Toujours similaire. Franchement, c'est la même qualité. En tout cas, à l'œil nu.
La texture ici, c'est la même. Notre petite limaille, toujours à peu près pareil. J'ai envie de passer la sélection sur 5-6. J'avais l'impression que c'était un peu plus propre. Voilà, donc j'ai ma sélection à 5-6 et mon candidat à 7-1. On passe désormais à 8. Et là, j'ai l'impression qu'on a une toute petite bascule. Je vois un tout petit peu de moins de netteté à F8 que à F5, F5-6. C'est très léger, mais ça se sent. On continue, je repasse sur la fenêtre candidat. Là, on est à F9. Et là, clairement, ça commence à basculer. Tu vois, dans cette zone-là, on a un tout petit peu moins de précision que là. Et notre limaille, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si avec la compression YouTube, ça va se voir. Mais à mon écran, on commence à avoir quand même de belles différences. Allez, on continue. Donc là, je suis maintenant rendu à F10. C'est très proche de F9. Je vois qu'on a moins de précision que F5-6. On continue. Alors là, j'ai un bug d'affichage sur F11. On va passer à F13. Et là, clairement, ça y est. On a je pense que c'est la diffraction qui commence à arriver. Même si à F13, ça commence à être un peu tôt. Mais là, vous voyez, dans la texture, là, c'est clairement pas la même affaire. Donc on va continuer pour le sport, mais c'est là où on commence à imaginer que par la suite, ça ne peut pas s'améliorer. Donc F14, F16. Alors là, tu vois clairement là, il y a un clairement manque de précision. Là, à 5-6, c'est net, c'est tranché. À F16, sur l'image candidate, là, on voit qu'il manque beaucoup de précision. Et même sur la texture du bois et des champignons, là. Donc, on est à F16. Voilà. Donc là, clairement, on passe à F18, ça s'empire. F20, regarde. Voilà. Là, c'est no comment. Et F22. Voilà, bah là, c'est le jour et la nuit. Donc là, tu vois, on rentre clairement dans la diffraction pure. On pourrait imaginer qu'on a de la profondeur de champ, que l'image est plus nette partout. Effectivement, elle est plus nette derrière par rapport à 5-6, puisque là, je suis dans le flou, mais c'est un flou de mise au point. Mais sur le dessus, sur la partie arrondie du barbecue, tu vois, là, on est dans la zone de profondeur de champ, dans la zone de netteté de la mise au point. Et pourtant, on est bien moins précis que là, même à 5-6, ayant fait la mise au point devant, on devrait être plus flou que là. Donc voilà, bah écoute, ça c'est les problèmes sur toutes les optiques, hein, c'est de la physique, hein. Rien à dire. F16 c'est moins précis, F22 c'est carrément moins précis. Alors après, pour s'amuser, pour voir où est la meilleure plage, on peut prendre notre candidat et le rapprocher de la plus proche, de là où on avait l'impression d'avoir la meilleure qualité. On l'a vu, franchement, pour moi, c'est dans cette optique, hein, tu vois, là on est à S7,1, 8. Alors 8, on commence à peine à percevoir le manque de précision. Et si je prends ma sélection et je la repasse à 4 pour voir dans l'autre extrême, on est quand même très propre dès la pleine ouverture, hein, sur cet objectif, hein. Donc voilà, c'est pas compliqué pour moi, la plage d'utilisation optimale de cette optique en particulier. Alors là, je suis au 50 mm. On pourrait s'amuser à le faire à 24, 35, 50, 70, 105. En tout cas, à 50 mm, la meilleure plage optique, elle se trouve entre F4 et F8. Et après, on commence à basculer. Alors effectivement, tu peux continuer à shooter jusqu'à 9. C'est encore très bon. 9. Mais là où on commence à percevoir la bascule, écoute, c'est autour de F8. Voilà, pas plus compliqué que ça. Alors voilà, maintenant que je sais ça, est-ce que je vais pour autant shooter exclusivement sur cette valeur de diaph à l'avenir? Bah non, évidemment que non. Les réglages en photographie, c'est un peu comme avec madame, l'art du compromis. Parfois, la situation ou le choix artistique me poussera à ouvrir au maximum pour obtenir de la profondeur de champ très réduite, le plus réduit possible, ou tout simplement parce que le vent sera si important que même sur trépied, je ne pourrai pas obtenir une image nette avec une vitesse d'obturation lente. À ce moment-là, je serai obligé d'ouvrir au maximum peut-être pour laisser rentrer beaucoup de lumière et me permettre de figer un peu plus l'image en choisissant une vitesse d'obturation plus élevée.
Dans un autre cas où je sais que l'image que je suis en train de composer va être vouée à être imprimée et vendue en série limitée avec certificat d'authenticité, pas le choix, il faut que j'envoie toute l'artillerie, le maximum de piquets possible, et à ce moment-là, je choisirai la valeur de diaph la plus adaptée à mon objectif, quitte après à avoir recours au focus stacking pour obtenir la profondeur de champ que j'attends sur cette image. Ça, on fera une vidéo un jour dédiée à ça. En résumé, il faut comprendre que tout est question d'adaptation à la situation, et surtout de comprendre ce que l'on cherche, et de ce que l'on cherche à rendre sur l'image, c'est le plus important. J'imagine maintenant que tu comprends pourquoi certaines règles et habitudes répétées bêtement ne permettent pas de tendre vers ce pourquoi on travaille tous. La photographie est un art, mais c'est surtout un moyen d'expression sans limite. Le Graal étant de se passer complètement de la technique pour qu'elle ne soit jamais un frein à la créativité. Je vous invite à faire ce test et à partager en commentaire les résultats. Ça rendra sûrement un service à tous ceux qui cherchent à s'équiper de nouveaux matériels, et puis ça permettra surtout d'échanger entre nous. C'est toujours plutôt intéressant de parler technique, mais d'échanger à ce sujet. Merci, la vidéo est finie. Encore merci d'avoir regardé. Il est temps maintenant d'éteindre ton ordinateur, ta télévision ou ton téléphone. Sans oublier de t'abonner avant, de mettre un petit pouce bleu, c'est très peu, mais ça aide énormément. Donc il est temps de prendre ton appareil photo pour profiter de ce que la nature a de plus beau à nous offrir. Ça se passe dehors cette affaire-là, c'est pas dedans que ça se passe. Et que ce soit en bord de mer, en ville ou même à la campagne, il y a du beau partout, il suffit juste de prendre le temps de regarder.